Honoka, un lycéen typique, pense qu'il n'aura jamais de petit ami parce qu'il n'est ni cool, ni riche, ni intelligent, tout comme toi. Cependant, sa vie change brusquement lorsqu'il découvre la magie et les monstres. Étonnamment, il a la chance de sortir avec la fille la plus populaire de l'école, Ayaka, qui se trouve être la fille du principal. Alors, notre protagoniste veut réaliser ses fantasmes scolaires. La seule connexion de Honoka avec Ayaka est qu'ils prennent le même bus et s'assoient l'un à côté de l'autre en classe. Malgré leur proximité, ils n'ont jamais parlé et il semble qu'ils habitent des mondes différents, tout le monde gravitant autour d'Ayaka et Honoka se sentant presque invisible. Un jour, Honoka laisse accidentellement tomber sa gomme et Ayaka la ramasse gentiment pour lui. Cependant, ce geste ne plaît pas au fan club d'Ayaka. Ils sortent Honoka de sa classe, le poussent au sol et commencent à le frapper. Ils l'avertissent de ne plus laisser Ayaka faire quoi que ce soit pour lui. Après avoir subi une raclée, Honoka se rend au bureau du professeur pour son service de jour. Cependant, une fille s'approche de lui et lui prend les papiers des mains. Bien que cela puisse sembler être le début d'un anime romantique, ce n'est pas le cas. Elle est simplement membre du groupe d'Ayaka et veut éloigner Honoka d'Ayaka, qui est également de service ce jour-là. À la fin, les journées scolaires de Honoka tournent souvent autour du fait d'être un personnage secondaire dans l'histoire d'Ayaka. Un jour, après les cours, Honoka descend pour sortir les poubelles et réfléchit au sens de sa vie. Alors qu'il le fait, il remarque un jouet lapin à l'air sinistre dans la poubelle et décide d'enquêter. Sur le ventre du jouet, il trouve une note prédisant un temps clair mais avertissant de la possibilité que certains bâtiments scolaires s'effondrent. Il le rejette d'abord comme une farce enfantine, mais est choqué lorsqu'une ombre massive apparaît, révélant l'effondrement de la tour de l'horloge de l'école. À ce moment-là, il se demande s'il sera transporté dans un autre monde en tant que héros entouré de belles filles. Tristement, il réfléchit au fait de n'avoir jamais tenu la main d'une fille dans sa vie actuelle. Le bâtiment s'effondre sur lui, semblant mettre fin à cet anime. Mais cependant, lorsqu'il ouvre les yeux, il se retrouve dans les bras d'Ayaka, habillé comme une sorcière. Paniqué, Ayaka l'avertit d'arrêter de bouger, sinon il pourrait tomber. Confus, il regarde en bas et les voit debout en plein air sur un balai. Au loin, une fille aux oreilles de chat se demande si Ayaka est une sorcière d'atelier, puis invoque deux grands soldats jouets en forme de lapin pour attaquer. Ayaka lance rapidement Honoka en l'air, esquive l'attaque, brûle les jouets avec un sort de feu et rattrape gracieusement Honoka, lui offrant un gros plan d'une expérience inattendue et magique. Les soldats jouets en forme de lapin se relèvent et chargent droit sur eux avec des épées. Ayaka réagit en leur lançant des boules de feu, puis engage un combat rapproché en utilisant son balai et des sorts. Malgré le conseil d'Ayaka de rester près d'elle, Honoka, étant l'idiot qu'il est, fait le contraire. Il se retourne pour voir une fille aux oreilles de chat lui faire signe derrière le bâtiment, l'instant à venir pour être en sécurité. Pensant que la fille aux oreilles de chat est une amie d'Ayaka, Honoka commence à courir vers elle pour se retrouver entouré par une armée de soldats jouets. Il le maîtrise rapidement et un soldat avec une hache s'approche, prêt à faire de lui le successeur de Nick Quasi-Sans-Tête dans le prochain film Harry Potter. Honoka se demande si tout cela n'est qu'un rêve, mais Ayaka intervient, enflammant les soldats et le sauvant comme la véritable protagoniste qu'elle aurait dû être. Toujours convaincu que c'est un rêve, Honoka essaie d'impressionner Ayaka en disant qu'elle est belle même dans ses rêves. Doutant qu'elle lui accorderait une seconde pour le sauver comme un hybride Sailor Moon Harry Potter, Ayaka lui assure que c'est sa mission de le protéger et qu'il ne devrait pas s'inquiéter. Quand Honoka demande pourquoi, Ayaka répond qu'il est sa princesse. Cette révélation pousse Honoka à se questionner sur son genre, mais Ayaka lui rappelle en plaisantant qu'il n'y a encore que deux genres pour l'instant. Ayaka insiste pour le protéger, mais il remarque que quelques mèches de ses cheveux sont en feu. Inquiet d'être la cause de sa blessure, il demande pourquoi elle l'a couvert, se blâmant d'avoir été stupide et de s'être fait piéger malgré son avertissement de rester près d'elle. Il admet que c'est de sa faute si ses cheveux ont brûlé, considérant cela comme un cadeau de Dieu. Cependant, il s'arrête en plein milieu de sa phrase, réalisant qu'il est devenu involontairement un pervers et qu'il a commencé à être obsédé par elle. Malgré des années de harcèlement par les admirateurs d'Ayaka, il se retrouve malgré lui à rejoindre le côté obscur. Alors qu'il réfléchit à sa déception envers lui-même, il remarque qu'un des soldats de plomb se lève pour attaquer Ayaka par derrière. Honoka saute devant Ayaka, se prenant pour un Batman, mais prenant le coup lui-même, espérant avoir l'air cool et dire que son corps a bougé tout seul. Commentaire, les gars, quel genre de Batman il est. Cependant, il tombe inconscient avant de livrer sa réplique. Ayaka, le voyant se blesser, s'approche et lui donne un doux câlin. Notant que la douceur du câlin est intentionnelle, maintenant je comprends pourquoi mon Batman tombe soudainement. Il est clair qu'Ayaka est en colère de le voir blessé. Elle regrette de ne pas avoir réduit les soldats de plomb en cendres dès le début et décide de se lever utilisant son sort ultime, Million Clover. Avec une énorme explosion d'éléments feu, elle anéantit complètement tous les ennemis. Plus tard dans l'après-midi, Honoka se réveille dans la chambre privée d'Ayaka à l'école. Ayaka lui assure que ce n'était pas un rêve et promet d'expliquer tout un autre jour. Ils rentrent ensemble à la maison et Ayaka partage que pour l'instant, tout ce qu'il doit savoir, c'est que c'est son devoir de le protéger parce qu'il est son maître. Confus par cette déclaration, Honoka décide de marcher à côté d'elle en silence et ils ne parlent pas pendant un moment.
Quelques jours plus tard, tout semble aller bien et être revenu à la normale. Cependant, cette fois, au lieu d'être un personnage de fond, Honoka commence à attirer la jalousie et la haine des autres. Ce changement se produit lorsqu'Ayaka décide de s'asseoir à côté de lui dans le bus du matin pour aller à l'école. Alors qu'ils marchent ensemble vers la classe, Honoka ressent les regards hostiles et craint pour sa sécurité s'il reste trop près d'Ayaka. Il prétend avoir des problèmes d'estomac et se précipite dehors, seulement pour être attrapé par l'équipe de Brutes. Les Brutes le saisissent par le col, lui ordonnant de connaître sa place et se préparent à le frapper. Dans un tournant surprenant, Ayaka intervient. Elle fabrique habilement un nœud avec la cravate de Honoka et déclare qu'elle brûlera quiconque essaiera de lui faire du mal à nouveau, mettant fin à l'intimidation. Plus tard cet après-midi, pendant le déjeuner, Ayaka s'assoit avec Honoka et quelques femmes de son fan club. Elle le nourrit de ses propres mains, mentionnant fièrement qu'elle a préparé la nourriture elle-même. Bien que Honoka se sente heureux de ce traitement spécial, il ne peut s'empêcher de se sentir indésirable parmi les 20 autres filles qui l'entourent. Croyant qu'il gâche leur plaisir, il se lève et déclare qu'il va partir manger seul avant de s'enfuir. En entendant cela, Ayaka se met en colère et met le feu à tous les déjeuners, les regardant de haut. D'un autre côté, Honoka se sent coupable d'avoir été impoli avec elle et se promène dans la cour où le bâtiment est tombé. Il remarque que tout semble être revenu à la normale, sans dommage apparent. Juste à ce moment-là, Honoka se retourne pour voir la fille aux oreilles de chat debout à côté de lui. Elle révèle que le bâtiment qui tombait n'était qu'une illusion et déclare qu'elle a enfin confirmé qu'il est un individu sans pouvoir. En d'autres termes, elle le traite d'inutile. S'approchant de lui sans être remarquée, elle s'avance tout en se transformant en sorcière et se présente comme Tanpopo des sorcières de la tour. Elle déclare son intention de le kidnapper et appelle ses soldats. Cependant, Ayaka arrive au milieu de la situation et emmène Honoka avec elle, interrompant les plans de Tanpopo. Tanpopo dit qu'elle attendait qu'Ayaka vienne, puis ordonne à son armée de soldats jouets de les attaquer. Cette fois, ce n'est pas seulement quelques soldats jouets normaux, et ils transpercent tous Ayaka avec des lances et des épées de tous les côtés. Après l'affrontement, Honoka ouvre les yeux sur le sol et remarque qu'Ayaka le couvre avec plus de blessures qu'il ne peut en compter. Elle lui demande s'il va bien et il se demande comment elle est encore en vie. Se sentant coupable d'être faible, il exprime sa tristesse et promet de croire en elle. Il propose d'appeler une ambulance, mais Ayaka, prétendant être faite de feu, le rassure et lui dit de fermer les yeux et de rester en place. Utilisant sa magie, Ayaka envoie tous les soldats voler et les réduit en cendres. She s'approche de Tanpopo, tenant Honoka dans ses bras comme une princesse. Ayaka menace Tanpopo, lui disant qu'elle va griller son cul poilu et la frappe avec un puissant sort de feu. Cependant, Tanpopo parvient à appeler ses soldats et s'échappe de justesse avec son derrière en feu. Après cela, Ayaka dit à Honoka d'ouvrir les yeux et à sa surprise, tout est redevenu normal, propre et clair sans aucun dégât. Avec cela, ils rentrent tous les deux chez eux et en terminent pour la journée. Le lendemain matin, 5 nouveaux élèves arrivent dans leur école. Et surprise, surprise, ce ne sont autres que Tanpopo et ses camarades sorcières de la tour. Quelques jours passent et Honoka continue de demander à Ayaka de lui dire la vérité sur toute cette histoire de sorcellerie et pourquoi il est ciblé par Tanpopo et les autres. Un matin, il décide de lui demander avec insistance jusqu'à ce qu'elle lui dise. Remarquant qu'Ayaka n'a pas pris le même bus que lui ce jour-là, il descend à l'entrée de l'école, change ses chaussures et traverse sa salle de classe pour trouver Ayaka en pleine interaction intense avec les nouveaux élèves. Confus, il regarde le tableau de la classe et réalise qu'il est en fait au club de la Société de torture. Au lieu de se demander pourquoi un tel club existe à l'école, il demande à Ayaka comment il s'est retrouvé là et pourquoi. Ayaka révèle qu'elle lui a jeté un sort pour qu'il marche inconsciemment jusqu'à cet endroit au lieu de leur salle de classe afin qu'ils puissent se rencontrer. Ensuite, elle se tourne vers les filles attachées et déclare qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières. Elle explique qu'elle a décidé de se débarrasser d'elle parce qu'elle pourrait être une menace pour lui. Se demandant si c'est vrai, Honoka les regarde lutter pour leur vie. Il exhorte Ayaka à au moins enlever les bâillons de leur bouche pour qu'elles puissent parler, et Ayaka s'exécute. Elle révèle qu'elle voulait les éliminer tous, mais l'une d'elles s'est échappée. Alors elle a utilisé les autres comme appât pour l'attirer. Honoka s'approche de Tanpopo et lui demande pourquoi il le cible. Tanpopo répond qu'il n'est pas surprenant que Mademoiselle Parfaite ne lui ait rien dit et déclare franchement qu'elle est après son corps, en particulier la substance blanche à l'intérieur de lui. En entendant cela, Honoka commence à rougir, incertain d'avoir bien entendu. Cependant, Ayaka lui dit de ne pas prendre tout ce que ses ennemis disent au pied de la lettre. Tanpopo se demande s'ils devraient être si décontractés, car ils n'ont pas encore capturé leur dernier membre. Juste à ce moment-là, une sorte de liquide noir visqueux commence à couler du plafond, les engloutissant bientôt de l'intérieur. Du liquide visqueux, Mei émerge et libère ses amis. Après cela, elle kidnappe Honoka et traverse le sol, menant à la pièce en dessous d'eux. Elle laisse ses 4 amis s'occuper d'Ayaka. Mei commence à se réjouir de sa fuite réussie avec sa cible, mais oublie qu'elle est plus un méchant mineur et un élément comique plutôt que l'antagoniste principal de l'intrigue. Ayaka détruit le sol, et alors que les 4 autres sorcières gisent vaincues sur le sol, elle descend et s'approche de Mei. Cependant, Mei l'avertit de ralentir, menaçant de faire mordre le cou de Honoka par son loup si Ayaka ne s'arrête pas. Ayaka le rassure, disant qu'elle s'occupera rapidement de la femme, mais
Mei, avec Honoka en otage, se lève. Mei fait mordre le cou de Honoka par son animal pour menacer Ayaka. Au lieu d'être effrayée, Ayaka met le feu à Mei, la repousse d'un coup de pied et permet à Honoka de s'échapper. Étonnamment, le cou de Honoka est indemne, tandis que la morsure du loup apparaît sur le cou d'Ayaka. En voyant cela, Mei s'échappe et ses amis battent en retraite. Plus tard dans l'après-midi, Honoka ouvre les yeux dans la salle de classe d'Ayaka et remarque qu'elle porte une écharpe autour du cou en plein été. Elle s'excuse auprès de lui, expliquant qu'elle voulait qu'il vive une vie normale et paisible. Cependant, si les choses continuent ainsi, il continuera d'être ciblé par les sorcières de la tour. Ayaka suggère que pour retrouver sa vie normale, ils doivent agir eux-mêmes et vaincre le cerveau derrière tout cela. Le seul problème est qu'elle ne sait pas qui est le cerveau. En entendant tout cela, Honoka réfléchit à la situation et réalise que c'est de sa faute si Ayaka a été blessée et cache sa blessure avec une écharpe. Il lui demande de tout lui dire et de faire de lui son apprenti, car il ne veut plus qu'elle se batte seule. Pendant ce temps, dans un café et pâtisserie, la directrice de l'école et mère d'Ayaka, Kazan, rencontre son ancienne rivale et méchante Cronoir. Après seulement 130 ans, Cronoir l'informe qu'elle a découvert que les élèves de Méduse se sont battus avec son peuple et suggère qu'elle pourrait vouloir se joindre à l'amusement. Plus tard, ce week-end-là, Honoka reçoit un appel d'Ayaka pour la rencontrer dehors. Pensant que ce pourrait être un rendez-vous, en réalité, elle est sur le point de révéler la vérité sur les sorcières et tout comme il l'avait demandé. Elle mentionne qu'ils iront à l'école, mais en chemin, ils s'arrêtent dans un magasin d'alimentation. En marchant vers leur destination, Ayaka lui raconte une histoire sur les sorcières et explique qu'il y a deux types dans ce monde, les sorcières de l'atelier et les sorcières de la tour. Les sorcières de l'atelier sont les protectrices du monde, créant des ateliers dans des lieux où les gens se rassemblent pour construire des villes. Leur travail est de s'assurer que la magie n'est pas utilisée à des fins maléfiques en ouvrant des ateliers dans différents secteurs et en y vivant, d'où le nom de sorcières de l'atelier. D'autre part, les sorcières de la tour sont des individus égoïstes qui ne respectent aucune loi. Elles utilisent la magie pour des gains personnels et causent souvent du tort aux autres. Ayaka avertit que s'ils tombaient entre leurs mains, le monde prendrait fin et tout le monde mourrait. Après cette conversation, ils entrent dans le magasin d'alimentation pour prendre une pause. Après avoir commandé leur nourriture, une des serveuses commence à parler à Ayaka d'une voix aiguë. Ayaka la fixe avec colère, mais écoute tout ce qu'elle dit. La serveuse révèle que Cronoir est en ville et que d'autres Tower Witches arrivent. Honoka remarque que la fille est en fait la vice-présidente du conseil des élèves de leur école, et aussi une workshop witch comme Ayaka. Une fois qu'Ayaka a fini sa boisson, ils partent et se dirigent vers un centre commercial pour acheter des vêtements. En attendant qu'Ayaka termine ses achats, Honoka remarque une fille mignonne aidant un enfant perdu. Il s'approche d'elle et la fille le regarde, sortant ses notes pour confirmer qu'il est le même gars sur les photos. Cependant, elle donne soudainement un coup de pied à l'enfant perdu comme un PNJ et saute par-dessus Honoka avec une épée, se révélant être une sorcière de la tour. Ses amis se joignent à elle et elles attaquent Ayaka. Ayaka réagit en les enflammant et en sautant en avant pour sauver son garçon princesse. L'une des sorcières de la tour utilise une technique de tir à l'américaine, tirant sur eux avec un pistolet. En réponse, Ayaka utilise une technique de cap par balle à la Batman, déviant toutes les balles. Après cela, elle se lève et exécute l'attaque pistolet de feu d'as, terrassant ses adversaires brûlés. Ensuite, Ayaka s'approche d'eux, portant son garçon princesse dans ses bras et laisse les sorcières de la tour vaincues s'échapper comme l'agent 7. Après avoir terminé leurs affaires au centre commercial, ils continuent de marcher vers l'école. Honoka s'excuse auprès d'Ayaka de l'avoir entraîné dans tous ses ennuis. Il suggère qu'il vaudrait peut-être mieux le sceller ou l'enfermer, mais Ayaka le rassure de ne pas s'inquiéter de ces choses et qu'elle le protégera pour toujours. Elle l'encourage à travailler dur dans ses leçons parce qu'être son apprenti ne sera pas facile. En entendant cela, Honoka devient heureux et décide de devenir plus fort. Finalement, ils arrivent à l'école, et Ayaka révèle que l'école est en fait l'un des ateliers. Elle l'emmène au bureau de la directrice et le présente à sa mère, Kazan. Kazan réprimande Ayaka pour avoir cassé des choses au centre commercial, remettant en question la valeur d'une sorcière d'atelier qui détruit la propriété d'autrui. Cependant, elle informe ensuite Honoka qu'il est de coutume à l'atelier que les sorcières présentent leurs apprentis à leur maître le premier jour, c'est pourquoi Ayaka l'a amené là. Le lendemain, Ayaka emmène Honoka pour un entraînement et en chemin, ils sont attaqués par Tanpopo et son Team Rocket. Ayaka demande si c'est une bonne idée de l'attaquer puisqu'elle est pratiquement invincible, mais Tanpopo insiste pour utiliser une formation de courant rapide, fonçant droit sur Ayaka sans stratégie. Ayaka dit à Honoka de bien regarder, puis envoie sans effort les attaquants voler, rappelant leurs homologues Pokémon s'envolant dans le ciel. Malheureusement, Honoka ne semble rien apprendre de cette rencontre. Après la confrontation, ils retournent à leur école et Honoka ouvre son casier pour être inondé par un tsunami de menaces de mort et de lettres de haine. Quelqu'un a même jeté une poupée vaudou morte de lui à l'intérieur. Ayaka remarque que cela doit être l'œuvre de ses admirateurs et le rassure de ne pas s'inquiéter car ils ne lui feront plus de mal. Cependant, malgré son assurance, il peut clairement sentir les regards haineux de tout le monde autour de lui.
Pourtant, il a la chance de s'asseoir à côté d'elle, d'être aidé par elle pour les examens, d'être en équipe avec elle pendant le sport et même de rentrer de l'école avec la princesse qu'ils admirent tous. Après l'école, Honoka se prépare à pratiquer un peu de magie, mais Ayaka l'accompagne à la station de bus et lui suggère de faire une pause aujourd'hui, sachant à quel point il est fatigué. Ils montent dans le bus pour rentrer chez eux et en chemin, Ayaka remarque un poisson magique volant devant elle. Lorsqu'elle regarde la destination du bus, elle change du prochain arrêt à impasse. Alarmée, Ayaka se lève et se retourne pour trouver Cronoir assise sur le siège arrière. Le bus entier est vide et même le conducteur est parti, le bus fonctionnant maintenant grâce à la magie d'Ayaka. Ayaka ordonne à Honoka de rester en place et fait face à Cronoir qui s'avance et se présente. Ayaka se prépare à lancer un sort de feu, mais Cronoir arrête ses mouvements en utilisant sa dictature magique. Cronoir utilise ensuite un sort puissant sur Ayaka, mais à sa surprise, il n'y a même pas une seule égratignure sur Ayaka. Honoka, ignorant de la force d'Ayaka, se tient idiotement devant elle comme s'il la défendait. Cronoir regarde la tentative insensée de Honoka et complimente sa stupidité, lui disant que peu importe combien de fois quelqu'un essaie de tuer Ayaka, ils ne pourront pas la blesser. Elle avance ensuite et poignarde nonchalamment Honoka dans le ventre. Honoka tombe à genoux et commence à pleurer, mais Cronoir lui ordonne d'arrêter de faire semblant d'avoir mal et de se relever. Confus, Honoka se demande ce qu'elle dit, mais réalise ensuite que cela ne fait vraiment pas mal et que son corps est indemne. Juste à ce moment-là, Ayaka tombe au sol et Honoka remarque qu'elle saigne de l'endroit même où il a été poignardé. Cronoir explique que cela est dû à une capacité spéciale appelée transfert de dommages, qui fait que toute blessure sur lui est transférée à elle tant qu'ils sont proches l'un de l'autre. Elle précise que cette capacité provient d'un contrat qu'elle a signé avec lui permettant d'utiliser le pouvoir en lui pour se rendre une sorcière invincible. Cependant, en retour, elle doit le protéger de tout mal. Cronoir dit alors à Honoka que s'il veut sauver Ayaka, il doit simplement lui donner plus de son pouvoir en faisant référence à l'esprit en lui. C'est plus comme le renard à 9 queues. Dans Naruto, elle lui donne un bonbon magique et lui dit de l'avaler s'il veut libérer son véritable pouvoir. Cependant, elle essaie de le lui faire avaler de force. Ayaka, ne voulant pas laisser un pervers louche voler son premier baiser à son protégé, libère une explosion de flammes vertes, faisant reculer Cronoir. Après cela, Cronoir dit à Honoka que pendant un petit moment, elle se transformera en quelque chose qu'elle n'est pas et prendra un peu de magie de lui. Dans un éclat de flammes vertes et de puissance draconique, Ayaka se transforme en la version la plus ardente d'elle-même, maîtrisant instantanément Cronoir. Elle transperce la barrière de Cronoir ainsi que sa gorge, forçant Cronoir à battre en retraite et à les laisser tous les deux à l'arrêt de bus. Honoka se réveille en premier, remarquant que la blessure d'Ayaka est guérie, mais qu'elle ne se réveille pas. Inquiet, il l'emmène à l'hôpital où l'infirmière le rassure qu'elle est juste fatiguée et se réveillera bientôt. Après cela, Honoka rentre chez lui et remarque un bonbon emballé dans sa poche. Il réalise que c'est l'orbe magique que Cronoir essayait de lui faire avaler. Décidant de le cacher à Ayaka, il le met dans son tiroir, pensant que cela pourrait être utile à l'avenir. Il réfléchit aussi à ce que Cronoir a dit concernant le contrat qu'Ayaka a passé avec lui, se demandant si cela signifie qu'il la connaissait avant de la rencontrer à l'école. Le lendemain, Ayaka réserve tout le gymnase pour leur entraînement. Elle fournit à Honoka son propre équipement de classe de sorcier et commence à en expliquer les caractéristiques. Elle lui demande d'essayer de sauter haut et à sa grande surprise, il se sent beaucoup plus léger et parvient à sauter presque aussi haut que le toit du gymnase. Après le saut, elle le rattrape en style princesse pendant sa descente, puis lui dit d'essayer de la soulever de la même manière. Honoka est surpris de constater qu'elle est vraiment légère, et elle explique que porter la robe rend leur corps léger. Ensuite, elle tend sa main droite en avant, tourne légèrement son poignet et un balai magique apparaît dans ses mains. Elle lui dit que les balais sont rangés à l'intérieur des capes et peuvent être invoqués en faisant le geste. Honoka essaie de faire de même, mais ne parvient qu'à invoquer sa déception lorsqu'il échoue à sortir le balai. Juste à ce moment-là, l'alarme d'Ayaka sonne et elle dit que leur temps est écoulé. Soudain, beaucoup d'étudiants ouvrent la porte et entrent pour leur entraînement. Honoka commence à paniquer, disant à Ayaka qu'il devrait se cacher ou les autres les verront dans ces tenues étranges. À sa surprise, personne ne fait attention à lui et il se demande s'il est devenu si transparent que personne ne prend la peine de le regarder. Ayaka explique que c'est grâce aux robes qu'il porte, qui ont un charme empêchant les autres de les remarquer. Les gens les évitent aussi inconsciemment en marchant. Après cela, ils sortent et Ayaka demande à Honoka s'il a peur des hauteurs. Elle le saisit alors, monte sur son balai et les emmène loin dans le ciel. Elle explique qu'ils s'entraîneront à voler ainsi jusqu'à ce qu'ils puissent sortir son balai. Ayaka mentionne que normalement, les sorcières de l'atelier patrouillent dans la région de cette manière pour s'assurer que tout va bien dans leur secteur. De plus, à tout moment, il y a 5 sorcières puissantes dans leur lycée qui continuent de patrouiller pour s'assurer que l'école est en sécurité.
Après avoir volé pendant un moment et même fait une sieste, Ayaka les ramène tous les deux à l'école. En chemin, Honoka l'arrête et pointe vers le bas, disant qu'un enfant est victime d'intimidation et de vol et qu'il devrait intervenir. Cependant, Ayaka lui dit que c'est le travail de la police et qu'en tant que sorcière, leur responsabilité est de protéger la ville des sorcières maléfiques. Elle n'interfère pas avec les affaires des gens normaux, car elles ne doivent jamais leur laisser découvrir leur existence. Honoka n'accepte pas l'excuse et invoque son balai, sautant en bas. Il sauve de justesse la situation d'une fin désastreuse en réussissant à ne pas tomber à sa mort, puis fonce directement sur les brutes, les faisant tomber au sol comme dans un accident de voiture. Il riposte en se mettant sur lui et décide de le tabasser, mais Ayaka arrive à temps et les brûle jusqu'à ce qu'il soit carbonisé en utilisant sa magie. Honoka la questionne sur la règle de ne pas attaquer les civils et elle explique qu'elles étaient des sorcières. C'est pourquoi elles ont pu le remarquer malgré la robe. Il s'avère que la fille qui se fait voler est l'amie de Cassie, la sœur cadette de Honoka, de la même école, et elle n'est pas une sorcière, donc elle n'a vu aucune magie se produire. Pendant ce temps, dans la ville de Rothenburg, nous voyons Méduse, qui est sous la sécurité la plus stricte que la ville puisse fournir. D'une manière ou d'une autre, elle parvient à briser le sceau et s'échappe de prison. Les premières personnes qu'elle décide de visiter ne sont autres que ses estimés élèves, l'équipe Tanpao Rocket. Mais avant qu'elle ne prenne contact avec eux, nous voyons Tanpopo et ses amis assis dans un restaurant en train de réfléchir à un plan pour capturer Honoka et vaincre Ayaka. C'est un problème difficile car l'un d'eux est pratiquement invincible et l'autre produit constamment des phéromones qui la gardent avec lui comme un animal de compagnie. Pendant leur discussion, Rin suggère qu'ils arrêtent d'attaquer Ayaka complètement et attendent un moment où Honoka est seul pour le capturer. Ils décident de suivre ce plan, mais juste avant de partir, Cronoir les approche et exprime son intérêt à rejoindre leur petit plan. Le lendemain matin, Honoka se réveille et descend pour se rafraîchir et se préparer pour l'école. Sa sœur Kazumi le salue et l'aide à arranger ses cheveux en bataille avec un peigne et un sèche-cheveux. En faisant cela, elle lui demande à propos de l'appel qu'il a reçu d'une fille le week-end dernier. Honoka ne veut pas révéler que la fille la plus populaire de leur école l'appelle maître, alors il décide de mentir et dit que c'était juste une camarade de classe utilisant le système d'appel et que le numéro de la fille était avant le sien. Il prétend qu'elle a appelé pour dire qu'ils allaient passer une journée amusante lundi. Kasumi demande pourquoi il est sorti précipitamment après avoir reçu l'appel et Honoka commence à transpirer. Il invente une autre excuse, mais elle comprend et le prévient qu'elle peut lui brûler les cheveux avec un sèche-cheveux au maximum. Kasumi admet ensuite qu'elle sait qu'il est sorti avec Ayaka et mentionne avoir entendu des rumeurs parce qu'ils vont à la même école. Elle exprime sa frustration car elle est souvent harcelée à cause de son frère qui accapare l'attention de la princesse. Kazumi demande à Honoka quelle est la nature de leur relation, mais avant qu'il ne puisse répondre, leur mère, Komachi, les appelle pour le petit déjeuner. Kazumi le laisse tranquille, disant qu'elle lui parlera plus tard dans la soirée. Pendant ce temps, Ayaka attend Honoka à l'arrêt de bus et se fait attaquer par 3 sorcières de la bande de Tanpopo. Après avoir terminé leur petit déjeuner, Honoka se souvient qu'il devait retrouver Ayaka tôt ce jour-là et commence à courir vers l'arrêt de bus. En courant, il trébuche sur un piège tendu par Tanpopo, utilisant ses soldats jouets en forme de lapin. Ils le capturent, le mettent à terre et Tanpopo l'informe que ses autres amis sont en train de battre Ayaka parce qu'ils connaissent sa faiblesse. Il s'avère que Korra leur a révélé le secret derrière l'invincibilité d'Ayaka et comment la séparer de Honoka la rendra plus faible. Juste à ce moment-là, 2 soldats sont lancés dans l'espace par une jambe massive. Tanpopo se demande où ils sont allés, mais lève ensuite les yeux pour remarquer un jouet ours géant jouant avec ses soldats dans ses mains. Il s'avère que tout cela est l'œuvre de Kasumi, qui se révèle être une sorcière d'atelier elle aussi. Tanpopo est surprise par ce tournant inattendu des événements. Tanpopo devient furieuse contre Kazumi pour avoir perturbé leur plan qui se déroulait bien pour une fois. Elle sort son soldat massif, initiant une bataille entre 2 titans, le lapin et l'ours. Dans ce duel colossal, le titan ours prend d'abord l'avantage, mais le lapin riposte avec ses yeux de chiot charmant, surprenant l'adversaire avec une attaque sur ses yeux. Le combat féroce continue avec des mouvements de lutte, des claquements, des lancers et des rebonds. L'ours tente de claquer le lapin au sol et le jette dans les fils. Cependant, le lapin rebondit plus fort avec des gants à pointe et du gaz toxique. À la fin, les 2 titans se donnent un crochet du gauche, mais l'ours parvient à le donner en premier et repousse le lapin au sol. Soudain, un T-Rex squelettique sauvage entre en scène et plaque l'ours. Kazumi se tourne pour observer cette créature inattendue semblable à un Pokémon et réalise que c'est Rin avec son animal de compagnie mort-vivant. Tanpopo et Rin entourent Kasumi, créant un scénario de 2 contre 1, mais Kazumi a une technique secrète dans sa manche. Après avoir transformé son ours en titan colossal, Rin écrase le lapin et la créature squelettique sous son pied, causant plus de destruction que moi dans GTA V. Elle descend de son ours et s'approche de Honoka qui a regardé la scène en souhaitant avoir du popcorn. Honoka lui demande de quoi il s'agit et elle lui retourne la question, demandant qui la protégeait toutes ces années quand la princesse n'était pas là. En entendant la princesse, Honoka lui prend les mains et suggère qu'ils aillent sauver Ayaka. Cependant, Kazumi n'est pas d'accord, affirmant qu'Ayaka, le monstre puissant, n'a pas besoin d'être sauvé, mais plutôt de salut.
Elle désigne Oka, qui est confortablement assise sur la patte de l'ours, profitant de son livre. Ayaka descend et Honoka se précipite vers elle, exprimant sa gratitude pour sa sécurité et pour avoir combattu les sorcières en son nom. Cependant, Kazumi interrompt et suggère qu'Honoka devrait plutôt la remercier car ils avaient un accord pour qu'Ayaka le protège pendant les vacances et les week-ends, tandis que Kazumi s'occupe de lui pendant les trajets en bus et à l'école. Il devient clair que Kazumi avait menti le matin en disant qu'elle ne connaissait pas Ayaka et qu'elle était harcelée. Elle taquine Honoka, affirmant que c'est son rôle en tant que petite sœur. Kazumi informe Ayaka que la directrice a mentionné plus de 30 sorcières de la tour dans la ville, mais qu'elles n'ont pas bougé. Cela indique que quelque chose d'important est sur le point de se produire, donc ils doivent être sur leur garde. En attendant, Kazune allume la télévision et voit que la moitié de la ville est détruite à cause du combat entre Kazumi et Tampopo. Elle s'inquiète de combien d'argent elle devra dépenser pour tout réparer. De retour en ville, Ayaka suggère qu'ils devraient emménager ensemble pour protéger Honoka tout le temps. Pendant ce temps, Cronoir prépare quelque chose et dit à son Crocoboy de capturer toutes les sorcières de la tour dans la ville et de les amener à sa base. En même temps, Kazune reçoit un appel de Rothenburg qui l'informe de l'évasion de Méduse. Le lendemain, Ayaka va rencontrer la mère de Com pour lui demander si elle peut garder Honoka avec elle tout le temps. À leur surprise, Komachi, la mère de Honoka, accepte immédiatement et commence à raconter une histoire de ses propres années de lycée. Elle parle de comment elle est devenue amie avec une fille forte connue sous le nom de Dragon Tooth, qui s'avère être la mère d'Ayaka, Kazune. Elles sont devenues si bonnes amies qu'elles ont prévu de se marier, mais comme ce n'était pas encore 2023, elles ont dû épouser des hommes et promettre d'organiser des mariages pour leurs enfants à la place. Cela signifie qu'Ayaka et Honoka étaient fiancés avant même leur naissance. En entendant tout cela, Kasumi refuse de laisser partir son grand précieux. Komachi lui conseille de mûrir et d'arrêter d'insister pour qu'il fasse tout pour elle toute la journée. Cependant, elle insiste sur le fait que c'est son droit en tant que sa petite sœur. Quand tout le reste échoue, Komachi la pousse au sol, la maintient et demande à Honoka de faire ses valises et de s'enfuir. Après cela, ils sortent tous les deux et Ayaka lui demande s'il est d'accord pour vivre seul avec elle. Il répond qu'il n'y a aucun gars au monde qui ne voudrait pas vivre avec elle. Qu'en penses-tu? Que ferais-tu avec Ayaka? Dites-moi dans les commentaires. Elle exprime ensuite sa conviction que quelqu'un avec des pouvoirs proches de leur a orchestré leur situation actuelle. Et cela semble tout planifié. Bientôt, sa voiture arrive et le chauffeur leur ouvre la porte. Honoka réalise qu'être la fille de la directrice signifie qu'elle est extrêmement riche. Ils atteignent bientôt son manoir imposant et en entrant, ils sont accueillis par de nombreuses domestiques. Ayaka mentionne que sa chambre est à l'un des étages supérieurs, alors ils prennent l'ascenseur. En montant, Honoka se demande qui vit dans une maison de 41 étages. En arrivant dans la chambre d'Ayaka, ils trouvent les 3 domestiques qui les attendent transformés en pierre, avec Méduse derrière elle, exprimant de l'impatience. Ayaka ordonne à Honoka de rester au 12e étage, fermant la porte de l'ascenseur derrière elle. Ayaka se transforme en sa forme de mage de feu et engage un combat acharné avec la femme serpent. Pendant ce temps, de l'autre côté de la porte, Honoka se demande pourquoi Ayaka lui a dit de partir alors que dans le passé, elle voulait toujours qu'il soit près d'elle. Il suppose que c'est peut-être parce que l'ennemi est redoutable. Pensant que s'il s'éloigne trop, Ayaka pourrait perdre son invincibilité, il décide de faire ce qu'il sait faire de mieux, ne pas suivre les ordres, parce que les gars, ils pensent qu'il est un Batman. Évaluez ce Batman dans les commentaires. À ce moment-là, la porte de l'ascenseur fond et Ayaka tombe au sol. Elle ordonne à Honoka de sortir son balai et de s'échapper car pendant les combats, il ne vaut guère mieux que de la chair à canon qui finit en dommage collatéral. Cependant, Méduse a d'autres plans et utilise sa malédiction pour transformer Ayaka en pierre. Honoka la supplie de libérer Ayaka, promettant de faire tout ce qu'elle dit. Méduse rejette l'offre, affirmant qu'elle n'est pas aussi stupide que lui. Honoka se souvient du bonbon dans sa poche qu'il a apporté avec lui quand ils ont décidé de vivre ensemble. Il le sort, l'avale, brisant le seau, et une substance blanche à l'intérieur de lui est libérée. Soudain, une beauté aux cheveux blancs, semblable à un vampire, apparaît dans la pièce et se présente comme la princesse blanche Evermillion. Medusa se précipite directement vers Evermillion, mais Evermillion riposte en la projetant hors du bâtiment, détruisant une partie de la structure par la force de son attaque. Kazune regarde par la fenêtre pour se détendre après une journée de travail épuisante, juste à temps pour voir son empire de plusieurs millions de dollars réduit en miettes. Soupçonnant l'implication de Medusa, elle contacte son assistant et lui ordonne de rassembler toutes les sorcières de la ville pour traquer le serpent. D'autre part, Evermillion informe Honoka qu'Ayaka s'est transformé en pierre parce qu'il manquait de croire en sa force. Pour briser la malédiction, il doit réaffirmer la confiance et les sentiments qu'il a pour elle. En termes plus simples, il doit l'embrasser, comme Blanche-Neige se réveillant de son sommeil. Après avoir délivré ce message, Evermillion disparaît, lui conseillant de rester suffisamment en sécurité pour ne pas avoir à l'appeler souvent. Juste à ce moment-là, Medusa revient, accompagnée de ses élèves, l'équipe Tampu Rocket. Honoka embrasse Ayaka, brisant le seau de pierre, et la rejoint dans le combat contre Medusa, restant à ses côtés comme un cafard déterminé tout au long de la bataille qui s'ensuit.
Ayaka repousse sans effort l'équipe Rocket avec une seule attaque, puis engage un combat en tête-à-tête avec Medusa. Les deux sorcières se battent à armes égales, et malgré les tentatives de Medusa pour transformer à nouveau Ayaka en pierre, Ayaka parvient à percer grâce à la puissance combinée de la force de frappe, de l'amour et de l'armure scénaristique. Plus tard dans la nuit, il se réveille dans l'infirmerie de l'école et trouve Ayaka assise à côté de lui. Anxieux, il demande si tout n'était qu'un cauchemar, mais Ayaka confirme que tout était vrai. Elle écarte les rideaux, révélant Medusa et ses élèves reposant sur les lits à côté du leur. Honoka commence à paniquer, mais Ayaka le rassure, promettant d'expliquer plus tard et mentionnant qu'ils n'attaqueront plus. Ayaka remet les rideaux en place, embrasse Honoka et dit qu'elle lui rend l'appareil et aussi qu'ils s'amuseront la nuit. Plus tard, ils décident de retourner chez Honoka car l'endroit d'Ayaka a littéralement explosé. Kazumi sort pour la nuit pour répondre à l'appel de Kazuni. Pendant ce temps, Ayaka et Honoka retrouvent sa mère à la maison. Le lendemain matin, Kasumi rentre chez elle après une nuit de recherche de méduses. Sans succès dans sa mission, elle décide de visiter la chambre de Honoka et entre pour voir Ayaka assise sur lui, vérifiant son sceau. Kasumi se fâche en apprenant que sa mère a permis à Ayaka de rester avec lui et commence à parler grossièrement à table au petit déjeuner. Kazumi ne peut pas le supporter et devient déprimé. Honoka gronde Kazumi pour être une mauvaise fille et la fait s'excuser, mais c'est trop tard. Kasumi se roule dans son lit et refuse de parler à qui que ce soit. Honoka appelle son lieu de travail, les informant qu'elle est malade et ne viendra pas, puis se rend à son école. De retour à l'école, le conseil des élèves et le club des admirateurs d'Ayaka tiennent une réunion. Le président est frustré car cela fait 2 semaines que Honoka s'est rapproché de la princesse et personne ne fait rien à ce sujet. Elle se tourne vers le vice-président, qui refuse également d'intervenir, lui conseillant de se calmer car Ayaka a clairement indiqué qu'elle ne tolérera pas que quelqu'un fasse du mal à Honoka. Frustrée, la présidente confronte leur conseiller, le professeur de sciences, Kyohukiro Sensei, lui disant qu'elle sait qu'il n'est conseillé que parce qu'il n'a pas pu dire non. Elle exprime son mécontentement face à son inaction, avertissant que s'il ne fait rien à propos de Honoka, elle et le conseil des élèves le feront expulser. Plus tard dans la matinée, Kyohukiro s'approche d'Ayaka et de son animal de compagnie, les informant qu'il doit discuter de quelque chose d'important. Il les conduit au laboratoire de sciences et aborde directement le problème. Kyohukiro révèle qu'il est le conseiller du conseil des élèves et exprime sa préoccupation que Honoka lui cause des problèmes. Il suppose que, comme Honoka a été transféré ici, en 2e année de lycée, il pourrait ne pas être au courant de ce qu'Ayaka était dans sa première année. Kyohukiro continue en expliquant que c'est une tradition scolaire pendant le festival culturel d'automne pour tous les élèves de voter et de sélectionner l'élève le plus remarquable qui devient leur modèle, connu sous le nom de prince ou princesse. Les candidats sont choisis selon divers critères, y compris l'apparence, les notes, les compétences sportives, le charisme et le facteur Nami-Mami. Le problème survient lorsque des rumeurs commencent à circuler sur l'élève sélectionné, surtout si un garçon est impliqué. Honoka tente de défendre la réputation d'Ayaka, mais Kyohukiro rejette l'importance de leur véritable relation, soulignant qu'Ayaka appartient à l'école, pas à lui. Il demande à Honoka de rester loin d'elle. Honoka réfléchit tristement à la situation, mais Ayaka l'encourage à ne pas avoir l'air si triste. Elle explique que la tradition provient d'une légende sur un ange qui est descendu du ciel pour assister aux cours avec des gens ordinaires, plaçant la princesse en haute position. Kyohukiro confirme cette hiérarchie qui inclut la directrice, la princesse, le conseil des élèves, les enseignants et les élèves ordinaires. En tant que fille de la directrice, Ayaka occupe déjà 2 rôles d'autorité suprême. Cependant, le défi réside dans les conséquences potentielles pour Kyohukiro s'il désobéit au conseil des élèves. Ayaka le rassure, affirmant qu'elle a un plan et qu'ils doivent l'accélérer. Kyohukiro exprime son soulagement face à l'assurance d'Ayaka et se concentre sur le véritable problème. En utilisant un outil magique, il téléporte Honoka et lui-même dans une autre dimension. Il présente un petit orbe similaire au bonbon magique que Kron a donné à Honoka, expliquant que c'est une copie inférieure. Honoka se demande comment Kyohukiro connaît le bonbon, car il n'a partagé cette information avec personne, sauf Ayaka. Kyohukiro révèle qu'ils sont là parce que Honoka a utilisé un de ses bonbons pour invoquer la princesse blanche, qui est scellée en lui. Il explique qu'il y a un total de 5 sceaux et l'un d'eux a déjà été brisé. À cause de cela, il soupçonne que la directrice deviendra bientôt son ennemi. Il révèle que le siège de l'atelier l'a confié à elle parce qu'elle est une sorcière exceptionnellement puissante, et grâce à elle, il a pu vivre librement. Cependant, cela était sous la condition que les 5 sceaux restent intacts. Maintenant qu'un est tombé, il anticipe que les autres sceaux commenceront à s'effondrer un par un et il n'y a aucun moyen de l'arrêter. La seule solution, suggère-t-il, serait de sceller Honoka en utilisant la directrice de la magie. Heureusement, elle est actuellement occupée à s'occuper de Méduse et n'est pas au courant des sceaux.
Cependant, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne les découvre, ainsi que le fait qu'il cache Medusa. Il souligne qu'il veut seulement aider Honoka et que si ce n'était pas pour la princesse, il aurait été son gardien. Kyohukiro lui offre l'option de quitter Ayaka et de venir avec lui à la place. Honoka ne prend même pas la peine d'y réfléchir, et juste à ce moment-là, Ayaka traverse la barrière dimensionnelle. Elle poignarde rapidement Kyohukiro dans le sol et emmène Honoka. Kyohukiro, cependant, parvient à survivre en utilisant le jutsu de substitution et s'échappe. Après cela, Ayaka emmène Honoka dans la salle des haut-parleurs et lui demande de faire une annonce pour que tous les élèves se rassemblent au gymnase. Une fois que tout le monde est rassemblé, elle monte sur scène et, pour la première fois dans l'histoire de Doha, montre de l'intérêt pour la politique de l'école. Ayaka prononce un discours convaincant sur son inquiétude pour l'avenir de l'école. Elle déclare qu'elle destitue le président du conseil des élèves de son poste et nomme Honoka comme son candidat choisi pour le nouveau président. Ayaka assume alors elle-même le rôle de vice-présidente, apportant des changements au poste de vice-président et de vice-vice-président précédent. Plus tard, Honoka prononce un discours d'introduction devant le comité du conseil des étudiants. Il reconnaît qu'il sait que tout le monde ne l'aime pas en ce moment, mais il exprime son engagement à prouver sa valeur et à travailler dur pour gagner l'acceptation de tous. Pendant ce temps, Kasumi ne supporte pas la domination d'Ayaka sur son frère et décide de le récupérer par la force. Elle met en place un piège élaboré et les suit après l'école, les attrapant alors qu'ils entrent dans un magasin de jouets. Quand Honoka sort seule pour prendre l'air, elle saisit l'occasion et le kidnappe en utilisant son ours. Kazumi lance une voiture sur Ayaka et l'endort avec des injections. Kasumi active alors le mode avion sur son ours, créé en démantelant la moitié de leur maison. Elle déclare qu'ils vont courir dans les bois et vivre heureux seuls. Elle mentionne avoir entendu ce que le professeur a dit à Honoka au sujet de la directrice devenant son ennemie et anticipe que sa fille le sera aussi. Cependant, leurs plans sont interrompus lorsqu'ils remarquent une ombre massive se former au-dessus. Ils lèvent les yeux pour voir un dragon voler au-dessus d'eux, monté par nul autre que la princesse des flammes elle-même. Ayaka décide d'affirmer sa domination en tant que véritable personnage principal et commence à lancer des sorts de feu depuis les airs. Kazumi tente d'esquiver les attaques, détruisant involontairement la moitié de la ville. Finalement, il s'écrase contre un bâtiment et tout le monde tombe. Ayaka saute, les sauve tous en les attrapant et amortit leur chute. Elle les ramène ensuite à la maison et les met au lit. Plus tard dans la nuit, Honoka se réveille et s'excuse auprès d'Ayaka pour les actions de sa sœur, mais Ayaka lui assure que cela ne la dérange pas. Elle reconnaît que Kasumi lui a simplement lancé une voiture et l'a endormi avec quelques commentaires. En fait, Ayaka admire Kasumi pour être une sœur si protectrice. Elle suggère alors en plaisantant si elle devrait essayer d'agir comme sa petite sœur aussi. Honoka rétorque que, si c'était le cas, elle serait plutôt sa grande sœur et ils passent toute la nuit à explorer ce dynamisme de manière ludique. Finalement, Ayaka s'ennuie et s'endort. Honoka la laisse se reposer dans son lit. En regardant leur sac, il remarque que les jouets qu'il a achetés pour Ayaka et Kasumi ont été déchirés lors de leur bagarre d'hier, ce qui le rend triste. Pendant ce temps, Kasumi reçoit un appel de leur mère disant qu'elle vient pour parler à Ayaka et à son fils. Le lendemain matin, Kazune arrive et sort avec Kasumi et Komachi pour faire du shopping. Ayaka se réveille tôt pour préparer le petit déjeuner pour Honoka et elle-même. Alors qu'Honoka se réveille et la voit dans la cuisine, il est captivé par sa beauté. Ils s'assoient ensemble et apprécient le petit déjeuner. En arrière-plan, Tanpopo et sa bande, qui séjournent chez eux avec Medusa, prévoient de capturer Honoka. Ils discutent avec Medusa de la raison pour laquelle ils sont si obéissants envers la princesse. Medusa explique qu'ils ont perdu la bataille équitablement et qu'il fait partie des règles d'obéir aux vainqueurs. De plus, tant que leurs objectifs s'alignent, elle n'a pas besoin d'agir avant le bon moment. Cependant, s'ils veulent toujours essayer de capturer Honoka, ils sont les bienvenus pour le faire quand Ayaka n'est pas là. En entendant cela, ils montent tous à l'étage devant la chambre de Honoka et attendent qu'Ayaka s'éloigne de lui pour pouvoir exécuter leur plan. À leur surprise, la princesse ne dort pas du tout et reste à ses côtés toute la nuit. Elle sort ensuite pour préparer le petit déjeuner. Il semble qu'elle n'ait pas besoin de dormir autant qu'un être humain normal. Un autre fait fascinant à son sujet. De retour dans le salon, Honoka et Ayaka parlent de Kazune et de sa mère. Comme il commence à pleuvoir, ils décident de sortir ensemble à la laverie. Pendant ce temps, Kazune et les autres reviennent et Ayaka sort pour les saluer. Honoka se dirige vers la salle de bain pour se sécher. Cependant, lorsqu'il entre, il trouve Mei et les autres filles en train de sortir et l'accusant d'être un pervers. Il se retrouve dans le hall principal, attirant l'attention de tout le monde. Kazune endort Kazumi et Komachi. Ensuite, elle dit à Ayaka qu'ils vont les capturer pour leur faire révéler l'emplacement de Méduse. Ayaka et Kazune invoquent leur balai, mais au lieu d'avancer, Ayaka se retourne et entre en collision avec sa mère.
Elle exprime qu'elle ne peut pas la laisser les capturer. Kazune dit à Honoka de convaincre Ayaka d'arrêter ce comportement égoïste et de ne plus la laisser être comme ça. Honoka repense aux mots de Kyuyo Kairu et réalise qu'Ayaka cachait vraiment Medusa et les autres à sa mère. Il décide de croire en elle et dit à Kazune qu'ils ne peuvent pas se laisser capturer. Ayaka accepte et appelle Medusa, lui disant qu'elles vont suivre leur accord maintenant. Medusa accepte volontiers et sort de sa cachette, mordant à la fois Ayaka et Honoka. Cela les fait fusionner et Honoka perd brièvement connaissance, ayant une vision qui explique leur rencontre passée lorsque Medusa les a attaqués chez Ayaka. Pendant cet incident, ils ont formé un contrat. Ayaka a acquis le pouvoir de combattre sa mère, et Medusa a obtenu une nouvelle successeur pour transférer ses pouvoirs, prenant la forme de la princesse elle-même. Avec cet accord en place, Ayaka a promis d'abriter Medusa et ses élèves de sa mère jusqu'au moment opportun. Cependant, Kazune ne comprend toujours pas pourquoi Medusa s'est combinée avec Ayaka et lâche quelques absurdités. Medusa se moque d'elle, et une bataille féroce s'ensuit, Kazune commençant par un coup de son balai. Ayaka bloque l'attaque et utilise ses yeux pour transformer Kazune en pierre, est attrapée par le col et poussée au sol. Malgré le fait qu'Ayaka parvienne à transformer Kazune en statue de pierre, elle se lève et commence à s'éloigner, s'excusant auprès d'elle. Cependant, elle est frappée par derrière alors que Kazune brise le seau de pierre par pure force de volonté. Kazune attrape Ayaka par le col et demande si elle pense qu'un simple seau de pierre peut la faire tomber. Elle fait remarquer qu'Ayaka semble essouffler après un seul coup, expliquant que la combinaison avec Méduse a affaibli son invincibilité avec Evermillion car elle déteste maintenant l'impureté. Kazune avertit Ayaka de se préparer à une raclée, mais Honoka utilise son pouvoir pour échanger sa place avec elle et finit par prendre le coup lui-même. Quelque temps plus tard, il se réveille étroitement confiné dans une cellule de prison aux côtés d'Ayaka. Ayaka tente de brûler les barreaux métalliques, mais ses efforts s'avèrent inutiles. Elle explique qu'ils sont à l'intérieur d'une des chambres de punition de sa mère et que leur fusion avec Medusa a déjà été annulée. Cela s'avère être le pire des scénarios, car Medusa pourrait être interrogée en ce moment et leur secret serait révélé. Ayaka révèle que sa mère lui a dit un jour que quoi qu'il arrive, même si elle meurt, elle ne doit pas laisser les sceaux de Honoka se briser tant que les sceaux étaient intacts, leur protection à l'école était garantie. Cependant, maintenant que les sceaux ont disparu, Honoka est devenue une menace. Ayaka déclare alors que la seule issue à leur situation est de vaincre sa mère. Elle explique que sa mère est vraiment fair-play et que s'ils parviennent à la vaincre, elle rejoindrait probablement leur camp. Honoka se souvient de leur précédente rencontre avec Kazune et se demande comment ils peuvent réaliser un tel exploit. Cependant, Ayaka lui assure qu'il y a une issue, et cela implique son propre pouvoir. Pendant ce temps, de retour à l'école, Kazune profite d'une partie de shogi avec Croix-Noir. Lorsqu'elle s'enquiert de Méduse, Kazune exprime son excitation initiale à l'idée de torturer la Dame Serpent. Cependant, quelques sorcières de l'atelier de Rothenburg sont arrivées, présentant des ordres officiels du quartier général et ont demandé la garde de Méduse. Par conséquent, Kazune a dû renoncer à elle. En buvant son thé avec colère et en réfléchissant à l'occasion manquée de s'amuser avec Medusa, le bâtiment de l'école explose soudainement. En regardant en bas, Kazune voit Ayaka et Honoka debout sur les décombres à l'extérieur de leur prison. Elle s'envole et réprimande Ayaka pour avoir détruit des bâtiments à plusieurs reprises. Ayaka, imperturbable, pointe son épée vers Kazune, déclarant son intention de la vaincre. Kazune demande pourquoi elles doivent se battre et ordonne à Ayaka de mettre son uniforme et de descendre. Elle les réprimande pour s'être échappées de leur prison et leur dit de rentrer chez elles pour la journée avec un rappel qu'elles devront aider à nettoyer le désordre le lendemain. Ayaka et Honoka rentrent chez elles, réalisant que Kazune n'a finalement pas découvert le secret des sceaux. Elles décident que tout est bien qui finit bien. Cette nuit-là, Honoka et Ayaka dorment ensemble. Et je sais ce que vous pensez, les gars, mais il ne se passe rien entre elles. Elles se reposent simplement. En raison de sa proximité avec Ayaka, Honoka fait un rêve étrange qui lui montre des souvenirs du passé d'Ayaka. Cela le ramène à l'époque où Kazune a engagé les filles de deux sorcières pour être amies avec sa fille et veiller sur elle. Ces deux élèves, Kan et Toko, deviennent rapidement les premiers membres de l'équipe de fans d'Ayaka, prenant le 3e siège en tant que vice-président du conseil des élèves. Au cours de l'année, il se rapproche d'Ayaka, réalisant qu'elle ne sait pas interagir normalement avec les autres. Cependant, ils reconnaissent aussi son charme exceptionnel, ses prouesses académiques et ses capacités athlétiques. En lui apprenant et en passant du temps avec elle, ils commencent à l'admirer beaucoup et tombent amoureux de sa personnalité. Cela conduit à la formation d'un groupe entier d'admirateurs, contribuant finalement à sa nomination en tant que princesse. Puis, un jour, Ayaka rencontre Honoka, passant à côté d'elle avec sa sœur. Cette rencontre fortuite éveille quelque chose en elle, la poussant à approcher sa mère. Ayaka dit à Kazune qu'elle a enfin trouvé celui qu'elle est destinée à protéger de sa vie. Ce moment marque le début du voyage d'Ayaka en tant que protectrice de Honoka. Le lendemain matin, Kazumi se réveille et se dirige vers la cuisine, se demandant ce qui s'est passé hier. En ouvrant la porte, elle est surprise de trouver leur table à manger remplie de l'équipe Tampopo Rocket. Kazune les a laissés partir car elle n'était intéressée que par Medusa, et n'ayant nulle part où aller, ils ont décidé de rester chez Ayaka.
Cependant, Kazumi n'est pas trop enthousiaste à ce sujet. Après s'être préparé, Kazumi se rend dans la chambre de Honoka pour le réveiller et tombe à nouveau sur Ayaka sur lui, cette fois en tenue d'infirmière. Ayaka prétend qu'elle vérifie l'état de ses seaux. Avec cela, ils se rendent tous à l'école après avoir pris le petit déjeuner. Tout semble être revenu à la normale avec le casier de Honoka rempli de lettres de haine et de demandes de démission du conseil des élèves. Sa journée habituelle consiste à être le crétin de la classe et à se tromper dans les réponses, même après avoir essayé. Pendant le déjeuner, Honoka et Ayaka descendent à la cafétéria, mais entendent soudain le bruit de verre brisé. Ils se précipitent sur les lieux et trouvent des élèves en train de tout casser, transformant toute l'école en zone de non-droit. Les étudiants courent partout en moto et se livrent à diverses activités perturbatrices. Honoka demande « Que se passe-t-il ?» et Ayaka remarque que cela ressemble à une rébellion. Tampopo intervient, blâmant Honoka en tant que président du conseil des élèves pour le chaos. Soudain, il voit Tuko être poussé au sol par une fille nommée Rinon. Rinon remet à Honoka une lettre lui demandant, en tant que président du conseil des élèves, de venir seul au gymnase à 14h30. La lettre ne dégage pas une ambiance amicale et Tuko révèle que pendant son service de nuit, elle a vu l'ancienne présidente du conseil des élèves se diriger vers le bar aux côtés de Rin. L'ancienne présidente a affirmé qu'Honoka avait pris sa place par la force et dirige maintenant l'école comme un tyran. Honoka fait signe à Tuko de se rencontrer après l'école. Et plus tard, pendant le cours de gym, Ayaka révèle que Rinon est l'une des 5 sorcières chargées de protéger et de patrouiller l'école. Rinon a gagné le surnom de tueur d'ours parce qu'elle a une fois étranglé un tigre nommé Lucky Bear qui s'était échappé du zoo à main nue. Il y a environ 2 mois, Rinon a été suspendu de l'école pour avoir causé des problèmes. Pendant le déjeuner, Honoka exprime son inquiétude concernant les dégâts matériels, s'attendant à ce que la directrice soit en colère. Tanpopo, cependant, l'informe qu'elle a croisé Cronoir Wire plus tôt dans le couloir. Il semble que la directrice soit en déplacement pour affaires et ait laissé Cronoir en charge pour la journée, en soulignant qu'elle se fiche de ce qui arrive à l'école. À 2h30, Honoka décide de se rendre seul au gymnase, suivant les conseils de Mokaka sur la façon dont Rinon se bat. En entrant dans le bâtiment, il remarque que le terrain est transformé en un ring improvisé, avec une foule massive d'étudiants rassemblés autour, les encourageant. Honoka tente de se sortir de la situation par la parole, mais Rinon l'accuse d'avoir maltraité sa meilleure amie et d'avoir essayé de la discréditer socialement. Elle lui assène un coup de poing direct au visage, le projetant au sol. Bien qu'il se relève, Rinon insiste pour le punir devant toute l'école. Elle le transforme en sac de frappe, le frappant à gauche et à droite jusqu'à ce qu'il tombe à nouveau. Ensuite, elle le saisit par sa cravate, ayant l'intention de l'achever avec son coup de poing signature. Cependant, Honoka attendait ce moment grâce au conseil d'Ayaka avant d'entrer. Il suit ses conseils, utilisant son pouvoir pour obtenir un boost de statistiques, la repoussant au sol et se retrouvant sur elle. Il envisage alors de la frapper pour mettre fin à la folie, mais décide de ne pas le faire, embrassant les valeurs de la chevalerie. Soudain, les lumières s'éteignent et Ayaka saute aux côtés de Tanpopo et de sa bande. Rinon essaie de riposter avec ses coups de poing, mais Ayaka la bat rapidement d'un seul coup au visage. Ayaka a ensuite emmené les autres filles avec elle et les a fait tenir Honoka dans une pose de victoire tout en portant des robes dissimulantes. Elle a rallumé les lumières, créant l'illusion que Honoka avait vaincu Rinon. Il a été révélé qu'Ayaka avait planifié tout cela une semaine auparavant avec l'ancien président. L'accord était que Rinon serait autorisé à revenir dans le conseil des étudiants si elle aidait à rendre Honoka populaire. Bien que le plan ait un peu exagéré en rendant Rinon en colère contre Honoka, les résultats ont été excellents et il est maintenant considéré comme le Batman qui a vaincu le tueur d'ours. Quelques jours plus tard, Ayaka emmène Honoka au sommet d'un très grand bâtiment et déclare qu'elle va enfin l'entraîner à se battre avec sa magie. Se demandant pourquoi ce changement d'avis, puisqu'elle avait auparavant refusé de lui enseigner en raison des dangers potentiels, Honoka interroge ses motivations. Ayaka explique qu'elle sait qu'il s'entraîne en secret et lui cache des choses, ce qu'elle n'apprécie pas. Suite à cette révélation, elle invoque un familier de feu et ordonne à Honoka d'utiliser sa magie pour se battre contre lui. Le familier crache un souffle de feu, faisant tomber Honoka sur son derrière. Ayaka le presse alors d'invoquer son propre familier, mais il répond avec une expression perplexe, lui demandant comment faire. Le familier commence à l'attaquer, entraînant une blessure à son coude. Ayaka arrête immédiatement tout, se précipite à ses côtés et lui demande s'il va bien. Honoka se lève, la repousse et insiste sur le fait qu'il a besoin qu'elle soit une enseignante sévère pour qu'il puisse apprendre correctement. Ayaka le regarde un instant avant de le soulever et de le jeter du bâtiment. Elle le défie de convoquer un familier qui peut voler ou d'en subir les conséquences. Alors que Honoka tombe, il est attaqué par le familier de feu et Ayaka le suit sur son balai. Honoka réfléchit à ce qui est le plus important pour lui et juste avant de s'écraser, il se souvient du rêve d'Ayaka en maillot de bain et en costume d'infirmière. Dans un retournement de situation surprenant, il invoque un avatar géant sous la forme d'Ayaka en tenue d'infirmière, prouvant son statut de véritable homme de culture. L'avatar frappe le bâtiment, révélant Kyoyachiru Sensei en train de prendre le thé avec Cronoir. Ayaka reconnaît la magie puissante utilisée, se demande comment cela a été fait sans briser le deuxième sceau et demande où se trouve Kazan puisqu'elle a laissé Cronoir aux commandes. L'atmosphère est décrite comme ennuyeuse sans Kazan.
Ayaka ramène Honoka chez lui alors qu'il s'endort après avoir utilisé une quantité considérable de magie. Pendant ce temps, Kazen enquête sur une ancienne rune explosive dans un tunnel souterrain. Reno s'approche de Kazen, révélant que Toko lui a indiqué sa position. Reno explique qu'une sorcière prétendant être la messagère de la tour leur a ordonné de transmettre un message à Kazen, déclarant qu'elle a pris tout le monde en otage dans la ville. Une semaine plus tard, Ayaka et Honoka vont à l'école pour leurs examens, tandis que Kazen est toujours absente. Elle rencontre la messagère de la tour, qui s'avère être une sorcière nommée Weekend. Kazen reconnaît être au courant de la bombe et suppose que Weekend est là pour négocier la garde de Honoka. Cependant, Weekend précise qu'elle n'est pas là pour négocier. Elle explique que la barrière protectrice sur la ville, alimentée par la magie de Kazen, protège les habitants des dangers. Weekend suggère que si tout le monde dans la ville explosait simultanément, cela épuiserait le réservoir de magie de Kazen, lui permettant de capturer Honoka sans interférence. Weekend, la sorcière derrière le complot, active simultanément les nombreuses bombes runiques anciennes placées dans toute la ville. En conséquence, toute la ville est réduite en ruines. Fidèle à la prédiction de Weekend, aucun résident n'est blessé grâce à la barrière protectrice de Kazen, mais Kazen elle-même est laissée incapable, ayant épuisé toute sa réserve de mana. Weekend révèle que son plan impliquait également de manipuler Medusa et Cronwar Wire. Avec Kazen hors jeu, Weekend a l'intention de profiter de la situation et de jouer avec ses élèves. Kazen est ensuite enfermé dans une cellule, Weekend étant convaincu qu'il faudra au moins une semaine à Kazen pour récupérer sa mana. Ce délai s'aligne avec son plan pour capturer Honoka sans aucune interférence. Pendant ce temps, de retour à l'école, Ayaka remarque les explosions et attrape Honoka, se précipitant vers l'atelier souterrain des sorcières. Là-bas, il rencontre Kazumi, qui se précipite vers son frère et le serre dans ses bras. Ils sont accueillis par Tuko, Rina et quelques autres sorcières chargées de protéger l'école, y compris leur chef, Natsume, et un familier chat appelé Hattori. Honoka leur demande ce qui se passe et ils disent qu'ils vont les mettre au courant. Cependant, Natsume sort soudainement un pistolet et utilise des balles anesthésiantes de style américain, endormant Ayaka en tirant sur Honoka. Kasumi essaie de les défendre, mais Rina l'assomme d'un seul coup. Elle dit ensuite à Honoka qu'ils doivent le sceller jusqu'à ce qu'ils sachent où se trouve Kazen et ce que veut l'ennemi. Honoka décide de comprendre la situation pour une fois et les suit dans une cellule de confinement souterraine avec Ayaka. À l'intérieur, il remarque que le plafond est très haut mais ouvert pour laisser entrer un peu d'air frais. Il essaie de s'envoler avec son balai, mais ne peut pas utiliser sa magie pour une raison quelconque. Juste à ce moment-là, Ayaka se réveille aussi et dit qu'elle a été négligente et que tout cela doit signifier que sa mère a été vaincue. À ce moment-là, Hattori monte au plafond et tombe du toit ouvert, projetant un hologramme montrant Weekend. Weekend dit qu'elle l'a enfin trouvé et qu'elle va venir chercher son nouvel animal de compagnie, Honoka. Après avoir regardé son visage, Ayaka détruit le Tori, créant une explosion qui brise le mur derrière eux. Elle dit qu'ils vont s'échapper et vaincre Weekend, et pour l'instant, ils ne peuvent pas utiliser de magie à cause de la ville en ruine. Après cela, ils montent un long escalier pendant 2 heures pour sortir d'un tunnel et atteindre une montagne à l'extérieur de la ville. Lorsqu'ils émergent, ils voient un spectacle terrible. Toute la ville est détruite et en feu. La personne avec eux perd la tête, panique et se blâme pour la destruction, pensant que tout le monde est mort, y compris sa mère. Cependant, Ayaka reste calme et leur dit d'assumer la responsabilité. Elle explique que personne n'est réellement mort à cause d'une vieille tradition. Lorsqu'un atelier est établi, le chef passe un contrat avec le cœur de la ville. Cela crée une barrière solide qui protège les non-sorcières. Dans des situations où des personnes ordinaires pourraient être blessées, la ville utilise la magie du contractant pour les protéger et les sauvegarder. En gros, la ville compte sur la magie des sorcières d'atelier pour réparer les dégâts causés par la magie. Actuellement, la ville est en ruine et le contractant est porté disparu. Sans un nouveau contrat, aucune sorcière d'atelier ne peut utiliser la magie. Alors, leur premier objectif est d'aller au centre-ville et de faire de quelqu'un de nouveau le contractant, permettant ainsi aux sorcières de l'atelier de riposter. Pendant ce temps, Natsume et les autres découvrent que tous les civils sont en sécurité et endormis dans un endroit sûr. Cependant, la directrice est capturée par l'ennemi et aucune sorcière d'atelier ne peut utiliser la magie en raison de l'état de la ville. Il faudra des jours avant que de l'aide n'arrive. De plus, de nombreuses sorcières d'atelier sont portées disparues après les explosions. Soudain, l'une des sorcières d'atelier disparues apparaît avec des bombes à retardement attachées à elle. Elle révèle que Weekend en a capturé plusieurs et les utilise comme levier pour forcer la reddition de Honoka. Ils ont une demi-heure pour répondre à ses exigences, sinon ils feront tous face à une situation dangereuse. Pendant ce temps, Kasumi s'associe à Tanpopo et son gang pour surveiller Weekend. Weekend se tient sur le terrain de l'école entouré de sorcières d'atelier attachées avec des bombes à retardement. Tanpopo demande à Kasumi ce qu'elle veut qu'elle fasse et Kasumi répond qu'actuellement, elles sont les seules sorcières capables d'utiliser la magie. Elle leur assure qu'elles devront prouver leur valeur si elles veulent rester dans sa maison. De retour dans le tunnel vers le cœur de la ville, Ayaka et Honoka continuent d'avancer lorsqu'elles sont confrontées à l'un des compagnons de Weekend nommé Al.
Elle utilise sa magie pour créer un golem de pierre et écrase Ayaka et Honoka dans le sol avec ses énormes bras de roche. Al attrape ensuite Ayaka et tente de porter un coup fatal. Cependant, Ayaka la surprend en sautant et en lui donnant simplement un coup de pied au visage. Al pense initialement qu'un coup de pied normal ne percerait pas son armure de pierre, mais il s'avère qu'Ayaka est puissante indépendamment de sa magie et elle continue à avancer. De retour à l'atelier souterrain, Natsume tente de désamorcer les bombes manuellement, mais avec seulement 18 minutes restantes, il décide de confronter directement Weekend. En même temps, Cronoir se réveille dans sa chambre et découvre toute la ville en ruine. Elle interroge son partenaire sur la situation et il explique que Weekend, une sorcière, a causé la destruction après avoir reçu des informations sur Honoka. Armorade, Cronoir réalise que Weekend a dû vaincre Kazan et est déterminé à ne pas laisser quelqu'un d'assez fort pour vaincre Kazan s'échapper sans se battre. Pendant ce temps, Natsume et les autres s'approchent de Weekend et l'exhortent à se rendre. Weekend, cependant, révèle que dans moins de 12 minutes, ils mourront tous à cause des bombes. Elle suggère qu'ils lui remettent ce qu'elle veut s'ils veulent vivre un peu plus longtemps. Bien qu'elle prétende être faible, Weekend avertit que même s'ils la battent, ils ne pourront pas arrêter les bombes. En entendant cela, Kasumi se demande si Weekend n'est qu'un négociateur et que la véritable personne contrôlant les bombes est quelqu'un d'autre. Avec ce soupçon, Kazumi se précipite dans le bâtiment pour trouver le partenaire qui pourrait contrôler les bombes. D'autre part, Honoka s'approche du cœur de la ville et suit les instructions d'Ayaka pour conclure un contrat avec la ville. Avec seulement quelques minutes avant l'explosion des bombes, Ernon et les autres commencent à courir vers Weekend avec détermination. Juste au moment où ils sentent leur magie revenir, Honoka réussit à conclure un contrat avec la ville. Il désamorce rapidement toutes les bombes et maîtrise Weekend. Il l'emmène dans une cellule de scellement magique, mais Weekend les surprend en utilisant des grenades à main physique à l'intérieur du seau, se libérant et les assommant tous avec l'explosion. Weekend se protège avec une armure de fer dissimulée sous ses vêtements. Elle retrouve ensuite son compagnon, déclenchant les bombes restantes et causant des dommages importants aux sorcières de l'atelier. Elle appelle Honoka, l'exhortant à venir les sauver s'il le peut. Grâce à son contrat, Honoka entend sa voix et est témoin du chaos. Malgré les inquiétudes d'Ayaka, Honoka décide d'utiliser ses pouvoirs pour affronter Weekend. Cependant, Ayaka intervient, le renversant d'un coup de tête et déclarant qu'elle s'occupera de la situation elle-même. À l'inverse, Kazumi et les autres localisent le compagnon de Weekend et s'engagent dans un combat avec eux. Pendant ce temps, Cronoir capture Al et la force à révéler le plan et l'emplacement de Weekend en lui faisant divulguer les informations. Après avoir assommé Honoka, Ayaka l'emmène à l'infirmerie de l'école et le laisse se reposer sur un lit. Pendant qu'il se repose, Honoka fait un rêve sur des souvenirs passés impliquant sa mère et celle d'Ayaka. Cependant, alors qu'il est sur le point de découvrir des détails importants, Kyoyukiru-sensei apparaît dans son rêve et l'entraîne dans une autre dimension comme auparavant. Kyoyukiru-sensei l'informe qu'il s'agit d'un royaume spécial où sont stockés les souvenirs de tout le monde dans la ville. En tant que nouveau contractant de la ville, au lieu d'avoir ses propres rêves, Honoka vient dans ce royaume. Kyoyukiru-sensei le fait descendre par un ascenseur et explique que lors des crises, ils évacuent tous les civils non sorciers de la ville vers cette dimension. Ces souvenirs sont stockés comme des étoiles dans le ciel de ce royaume. Une fois que la ville est rétablie à la normale, ils libéreront ces souvenirs après les avoir effacés et modifiés pour que les gens ne se souviennent de rien de l'incident. Honoka demande des informations sur le processus d'effacement de la mémoire et Kyoyukiru-sensei révèle qu'en tant que membre de la famille Mikage, c'est sa responsabilité d'effacer et de modifier les souvenirs de tout le monde dans la ville pour garder leur existence secrète. Pendant ce temps, Kasumi est engagé dans un combat avec le partenaire de Weekend, qui possède une magie de copie lui permettant de répliquer la magie de ses adversaires. Le combat se déroule avec le titan ours rose de Kazumi affrontant leur titan ours noir. Leur duel est féroce, se fracassant la tête comme des titans monstrueux. Kazumi semble avoir l'avantage au début. Cependant, les deux combattants se relèvent et continuent leur combat intense, causant involontairement la destruction d'une partie du bâtiment scolaire où se trouvent Tanpopo et les autres. Kazumi utilise son ours pour en sauver un, mais cela offre une ouverture à l'ennemi pour la repousser, donnant l'impression qu'il pourrait gagner. Soudain, Méduse arrive sous sa forme humaine attrayante et transforme l'ennemi en pierre. Ensuite, elle gronde ses élèves, déclarant qu'elle doit les punir pour avoir eu du mal contre un adversaire si faible. Méduse attrape alors ses élèves et s'enfuit avec les sorcières de Rottenberg à leur poursuite. De retour à l'infirmerie, Hattori entre et s'informe de l'état de Honoka. Ayaka lui dit qu'il a une forte fièvre à cause de l'utilisation de sa magie pour former un contrat avec la ville. Hattori mentionne qu'elle a accompli sa mission comme demandé et partage des informations sur Cronoir qui traque les sorcières de la tour dans la Val. Elle souligne également que ce n'est pas la responsabilité d'Ayaka de s'inquiéter pour Honoka. Ayaka exprime sa gratitude et demande à Hattori de rester avec Honoka pendant qu'elle sort affronter Weekend et mettre fin au chaos. Ayaka demande ensuite son épée et s'envole vers l'église où Weekend l'attend.
À son arrivée, Ayaka se précipite immédiatement pour attaquer, mais elle est repoussée en plein vol par une explosion. Weekend explique que, contrairement à Ayaka et Kazen, elle ne possède pas de capacité extraordinaire ou surpuissante dans son arsenal. C'est pourquoi elle a mis des années à préparer des bombes et à les placer stratégiquement dans toute la ville, lui donnant l'avantage de frapper n'importe où, n'importe quand. Elle affirme qu'Ayaka n'a aucune chance contre elle. Malgré les obstacles, elles continuent leur combat intense. Weekend déclenche une explosion, provoquant l'effondrement du plafond sur Ayaka. Bien que blessée, Ayaka active sa magie de feu, lui permettant de sortir des décombres. La bataille fait rage, et Ayaka parvient à vaincre de justesse Weekend en combat rapproché. Cependant, elle est projetée en arrière par une explosion, et Weekend révèle un groupe de poupées de mana massive, les utilisant pour lancer une contre-attaque contre Ayaka. De retour à l'école, Honoka et Kiro sont prises en embuscade par l'un des compagnons de Lin. En réponse, Kyoyakiru utilise sa magie pour transporter Honoka dans le monde réel. À son réveil, Honoka parle avec Hattori d'Ayaka, mais elle insiste pour qu'il retourne au lit à cause de sa forte fièvre. À ce moment-là, Hattori reçoit un appel de Kyoyakiru qui l'informe que Weekend a planté une énorme bombe à retardement dans le royaume magique. Pour empêcher que tous ceux qui ont été évacués là-bas ne meurent, ils doivent vaincre Weekend pour désamorcer la bombe. Hattori décide d'aider Honoka et l'emmène là où se trouve Ayaka. Ils arrivent juste à temps pour voir Ayaka allongée, vaincue, sur le sol. Honoka la prend dans ses bras, l'exhortant à réaliser qu'il y a une bombe menaçant la vie de tout le monde. Il la supplie d'utiliser ses pouvoirs et Ayaka s'exécute, maîtrisant Weekend. Elle exige que la bombe soit désamorcée par Weekend, mais Weekend prétend qu'il est déjà trop tard et déclenche la bombe, entraînant la mort de tout le monde dans le royaume. Imperturbable, Honoka se lève et tente d'utiliser à nouveau les pouvoirs d'Eve Million, déterminée à trouver un moyen de sauver tout le monde. Ayaka essaie d'arrêter Honoka, mais il se sent soudain étourdi et s'effondre, inconscient. Dans son rêve, il rencontre Eve Million qui le réprimande pour être revenu malgré son conseil de ne pas se retrouver dans des situations où il doit compter sur ses pouvoirs. Eve Million comprend son désir de restaurer toutes les vies et les bâtiments perdus pendant cette période. Elle mentionne qu'un souhait aussi important nécessite une compensation comparable. Lorsque Honoka demande ce qu'il peut offrir en retour, elle suggère sa vie. Cependant, elle lui rappelle que si elle prend sa vie par contrat, Ayaka mourra aussi. Après avoir réfléchi un moment, Honoka reconnaît qu'il semble n'y avoir pas d'autre choix. Il conclut un contrat avec Eve Million, acceptant de sacrifier sa vie pour ramener tout le monde. Il active ses pouvoirs à pleine puissance et miraculeusement, tout commence à revenir à la normale. Toute la ville est rajeunie et tout le monde reprend sa vie normale comme si la bombe n'avait jamais explosé. Ayaka serre Honoka dans ses bras, et il s'excuse pour la décision de sacrifier sa vie ainsi que celle d'Ayaka pour que la restauration ait lieu. Ayaka le rassure, exprimant qu'elle ne le laissera pas mourir si facilement. Elle se lève, appelle le nom d'Ever Million et déclare qu'elle offrira sa propre vie à la place. Soudain, la forme magique d'Ayaka disparaît et elle s'effondre au sol, inconsciente. Avant que Honoka ne puisse comprendre le sacrifice d'Ayaka, il est poignardé dans le dos par Weekend qui a également été restauré grâce à son vœu précédent. Weekend l'informe qu'il a ruiné son plan et qu'elle n'a plus qu'un couteau. Elle le nargue, suggérant qu'il ne devrait pas pleurer pour Ayaka puisqu'il peut la rejoindre dans l'au-delà. Honoka rassemble ses forces, retire le couteau de son dos et riposte en frappant Weekend au sol. Honoka se tient au-dessus d'elle avec le couteau et le plante dans le sol à côté de sa tête. Il déclare qu'il en a fini de dévaloriser les vies et affirme que peu importe combien de plans maléfiques elle utilise pour rendre sa vie misérable, il la vaincra toujours et mettra fin à ses plans. Après ce discours héroïque, il tombe sur elle à cause de sa blessure. Weekend, reconnaissant sa résilience, décide de l'épargner en demandant à son compagnon de le soigner. Elle remarque qu'il leur reste encore quelques jours avant que Weekend et Kazen ne reviennent. Après leur rencontre, ils se dirigent vers leur repère mais sont inopinément rencontrés par Cronoir et son compagnon Croco. Ils les invitent à se joindre à eux pour une promenade et tandis que tout le monde est de retour et heureux, Honoka est submergée par le chagrin, pleurant sur le corps sans vie d'Ayaka. À ce moment-là, Hattori entre et reçoit un appel de Kyoyakiru qui les informe que tout est maintenant en ordre et qu'ils ont réussi leur mission. Cependant, il est trop attristé par l'état d'Ayaka pour se soucier des bonnes nouvelles. Lorsque Honoka raconte tout ce qui s'est passé, Kyoyakiru ressent quelque chose d'étrange à ce sujet. Normalement, seuls les contractants peuvent satisfaire les exigences du contrat, ce qui signifie qu'Ayaka n'aurait pas dû pouvoir donner sa vie en échange de la sienne. De plus, Honoka remarque quelque chose d'étrange avec le corps d'Ayaka. Bien qu'elle ne respire pas, son corps est encore chaud. Kyoyakiru propose une solution. Il suggère d'essayer quelque chose qui pourrait ramener Ayaka. Il demande à Hattori de créer un cercle magique spécial et de placer Ayaka à l'intérieur. Kyoyakiru explique qu'Ayaka pourrait être dans cet état parce qu'elle a mis fin à leur contrat de force. Pour la ramener, il doit reformer un contrat avec elle. Il dit à Honoka de se couper légèrement la main, de laisser tomber quelques gouttes de sang sur la poitrine d'Ayaka, puis de l'embrasser. Bien que le baiser soit la partie la plus difficile pour Honoka, il parvient à déposer un baiser sur le front d'Ayaka. Après un certain temps, Ayaka revient miraculeusement à la vie, recommençant à respirer.
Après avoir ramené Ayaka à la vie, Honoka retourne dans son monde de rêve pour parler à Evermillion avec Kyoyakiru. Il lui demande ce qui s'est passé et elle révèle le contrat qu'elle a passé avec Ayaka quand elles étaient enfants. Selon le contrat, si Ayaka devait mourir ou demander l'aide d'Evermillion, elle libérerait le contrat entre elles, permettant à Honoka d'utiliser son propre pouvoir qu'il utilise pour maintenir Evermillion en vie. Il s'avère que Honoka a tout restauré par lui-même et une fois qu'Ayaka a rompu leur contrat, elle n'avait pas besoin de lui donner de son pouvoir. Par conséquent, leur accord a été annulé. Pendant ce temps, Cronoir défie Weekend à un duel en tête-à-tête et la détruit complètement, exprimant sa déception quant à sa force. Elle avait espéré un adversaire redoutable, mais a trouvé Weekend beaucoup plus faible que prévu. Cronoir envisage de la torturer, mais est interrompu par l'arrivée de Kazan. Kazan déclare que pour cet incident, elle veut la garde de la méchante et qu'elle ne peut pas laisser Cronoir la voir. Weekend se demande comment Kazan est présente alors qu'il devrait lui falloir au moins 5 jours de plus pour récupérer son mana. Cependant, Cronoir révèle que ses calculs étaient erronés et qu'il a fallu seulement 20 heures à Kazan pour récupérer toute sa magie. Après que Weekend ait demandé pourquoi Kazan n'était pas intervenu plus tôt, Kazan explique qu'elle voulait que les enfants s'amusent, alors elle a décidé de ne pas intervenir. Maintenant, elle est là pour nettoyer le désordre qu'ils ont créé. Elles s'affrontent toutes les deux et il devient évident qu'elles sont probablement les individus les plus forts du spectacle jusqu'à présent. Le combat entre Kazan et Cronoir ne dure que quelques minutes pendant lesquelles elles échangent des coups intenses. Comme prévu, Kazan sort victorieuse. Le lendemain matin, Honoka se réveille dans son lit et Ayaka lui dit bonjour. Elle lui dit de se préparer pour l'école. En chemin, Honoka demande si elle va bien et Ayaka répond que ça prendra un peu de temps pour que ses pouvoirs magiques se rétablissent, mais qu'elle va bien même sans eux. Plus tard, ils sont attaqués par l'équipe Tempo Rocket qui tente de capturer Honoka. Cependant, Ayaka leur montre qu'elle est toujours le personnage principal de ce monde, même sans magie. Elle attrape Tampopo et Mei par la tête et manque de les écraser avec sa poigne. Les deux s'excusent pour leur comportement impoli et tout redevient normal. Et c'est là que l'anime d'aujourd'hui se termine. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus d'animes comme celui-ci, consultez les autres animes sur la chaîne et je vous verrai dans le prochain.